On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Bruno Borghese pour parler de trois pathologies qui sont très fréquentes et qui touchent beaucoup des utilisatrices de l'Enaker, l'endométriose, l'adénomiose et les fibromes. Bruno, bonjour. Salut RH, merci de ton invitation. Je t'en Je suis prie. ravi d'être là. Est-ce que tu viens de présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu en es arrivé là? Écoute, sans surprise, je suis gynécologue, plutôt chirurgien gynécologue à l'hôpital Cochin à Paris. Et effectivement, j'ai plusieurs spécialités, surspécialités, tout ce qui est chirurgie gynécologique bénigne et en particulier l'endométriose, et puis tout ce qui est cancérologie, qui fera sans doute l'objet d'un autre podcast dans ton application. Exactement. Alors, je voulais commencer par un peu parler de ton parcours et comment tu es arrivé à choisir plutôt la chirurgie gynécologique que l'obstétrique ou l'échographie. Initialement, il y a le choix de la spécialité. Moi, je voulais une spécialité médico-chirurgicale parce que j'avais l'exemple de plusieurs chirurgiens qui, au bout de 20, 30 ans, on avait quand même un petit peu assez d'opérer, d'être tout le temps en bloc opératoire. Donc, ce caractère répétitif, je voulais l'éviter. Et donc, choisir une spécialité médico-chirurgicale. Et en gros, il y en a deux. C'est l'urologie et la gynécologie. Et mon stage pendant mes études, c'était à l'hôpital Necker, m'avait beaucoup intéressé. Et puis, un petit peu par hasard, on fait plein de choix par hasard, j'ai choisi la gynécologie obstétrique. Et ensuite, c'est des rencontres au cours de mon internat, au cours de mon parcours, qui ont fait que je me suis plus orienté vers la chirurgie finalement, mais tout en gardant cette valence médicale qui pour moi est très importante. Et moi, ce qui m'a ensuite... c'est au cours de mon parcours que je me suis finalement passionné pour la spécialité. C'est une spécialité qui permet de soigner les femmes depuis la naissance jusqu'à la sénescence. Voilà. Et c'est ça qui est passionnant dans cette spécialité, c'est qu'on prend en charge les femmes dans leur globalité, dans toute leur vie. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est un petit peu les valeurs de ce qu'on a essayé de mettre en place et à travers le contenu qu'on fait, mais aussi à travers les outils qu'on veut offrir aux femmes. C'est vraiment de les accompagner de leur puberté jusqu'à un âge avancé où finalement les problématiques de ménopause, etc. rentrent en jeu. Du coup, j'aimerais commencer par l'endométriose, qui est un peu l'éléphant dans la pièce, ou the elephant in the room, comme disaient dans... Sujet à la mode. Voilà, c'est un peu à la mode, un peu au détriment d'autres maladies, par exemple comme le syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi fréquent et aussi dévastateur. Est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que l'endométriose? C'est vraiment simplement, ou comment tu définirais cette maladie? Alors déjà, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique bénigne, inflammatoire, chronique, qui très simplement se résume à la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. L'endomètre, c'est le revêtement qui tapisse la cavité utérine, c'est ce qui grossit sous l'effet des hormones féminines tous les mois en vue d'accueillir une grossesse. S'il n'y a pas de grossesse, c'est perdu dans le sang des règles. Et bien parfois, cet endomètre, des fragments d'endomètre peuvent se retrouver ailleurs que dans l'utérus, dans la cavité péritonéale et s'implanter, persister, notamment au niveau des organes qui sont autour de l'utérus. Alors on en avait parlé un peu avec Mickaël dans un autre épisode, mais est-ce qu'on sait pourquoi cet endomètre s'implante? Est-ce qu'il y a la théorie du reflux Oui. tubaire? Est-ce qu'on sait? Est-ce que toutes les femmes en ont potentiellement? Si on en cherche, est-ce que toutes les femmes auraient un petit peu d'endomètre ailleurs que dans l'utérus? Alors le reflux tubaire, qui est en fait un petit peu de sang qui reflue par les trompes au moment des règles, la majorité du sang part vers l'extérieur, mais il y en a une petite partie qui reflue dans les trompes et qui tombe dans la cavité abdominale, péritonéale. Ça, c'est probablement physiologique. Toutes les femmes ont un reflux tubaire au moment de leurs règles. C'est le point de départ néanmoins de l'endométriose. Ce qui fait la différence entre une femme qui a une endométriose et une femme qui n'en a pas, c'est que dans ce sang qui est reflué, il y a des petits fragments d'endomètre qui vont persister, s'implanter et faire ces lésions d'endométriose. Sous l'influence de facteurs qui pour l'instant restent encore très discutés. L'endométriose, on va sûrement en parler, c'est une maladie qui est quand même très répandue, très fréquente. Et comme toutes les maladies fréquentes, c'est probablement des maladies qui ont une origine multifactorielle, c'est-à-dire avec à la fois une part de la génétique,
de l'hérédité et une part de l'environnement. Donc on a compris, le premier mécanisme, c'est globalement de l'endomètre qui sort de l'utérus et qui se met dans ce que tu appelles la cavité péritoniale. Je précise pour les patients, c'est l'abdomen en gros, c'est cette cavité où il y a les intestins, les ovaires et les autres organes abdominaux. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'endomètre s'est implanté? Pourquoi est-ce que ça provoque des symptômes? En fait, cet endomètre, il reste de l'endomètre, justement. Il a beau être placé en dehors de l'utérus, il reste de l'endomètre, c'est-à-dire qu'il va réagir aux hormones féminines produites par les ovaires. Et donc, de façon très simple, au moment des règles, il va saigner. Et quand ça saigne dans le ventre, ça fait mal. Donc c'est le principal symptôme de l'endométriose, c'est la douleur, et une douleur qui est cyclique ou majorée au moment des règles. Donc, quels sont les symptômes? Donc, la douleur qui est un peu le principal symptôme que tout le monde connaît. Donc, la douleur cyclique, quels sont les autres symptômes qui doivent alerter les femmes sur la possibilité d'avoir une endométriose? Alors, c'est bien tout le problème, c'est que les symptômes ne sont pas du tout spécifiques de l'endométriose au final. Et c'est probablement pour ça qu'il y a une certaine errance diagnostique, un certain délai au diagnostic. On estime qu'une femme, avant d'être diagnostiquée d'une endométriose, il se passe facilement 8 à 10 ans. Une des raisons, c'est justement que ces symptômes sont très peu spécifiques. La douleur, elle est extrêmement variable, de tout type. Ce n'est pas seulement des douleurs de règles. Ça peut être des douleurs pelviennes ou abdominales chroniques, tous les jours, ou un jour sur deux. Ça peut être des douleurs pendant les rapports. Ça peut être des symptômes digestifs, constipation, troubles digestifs, des symptômes urinaires également. Donc tout ça, finalement, est très très peu spécifique. Ce qui oriente le diagnostic, c'est le fait que les symptômes sont globalement majorés au moment des règles. Le caractère majoration au moment des règles, c'est ce qui doit tout de suite faire penser à une endométriose. Il y a aussi un autre aspect par rapport aux symptômes dont je voulais absolument parler, mais qui est quasiment valable pour l'endométriose, l'adénomiose et globalement, c'est qu'on entend beaucoup de patientes qui nous disent, des femmes qui pensent que, avoir mal pendant les règles, c'est normal, et deux, malheureusement, des gynécos ou des praticiens, et je ne jette pas du tout la pierre, disent oui, c'est normal, vous avez mal pendant les règles, vous êtes une femme. Moi, je trouve que c'est une phrase qui devrait être proscrite, parce que, j'ai personnellement 2 filles et je n'ai pas trouvé de normal qu'elles aient mal pendant toutes leurs règles à chaque fois. Non, mais c'est une phrase qu'il faut évidemment abolir, c'est horrible, on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui. C'est fréquent d'avoir mal pendant les règles. Le message qu'il faut faire passer surtout, c'est que ce n'est pas toujours synonyme d'une endométriose, ce n'est pas parce qu'on a des douleurs de règles que c'est une endométriose, ça explique une bonne partie des douleurs de règles, mais pas toutes. Mais surtout, si une jeune femme, une jeune fille vous dit « j'ai mal pendant mes règles », il ne faut pas lui dire « c'est normal », il faut soulager ses douleurs, avant tout. Après, essayer de comprendre pourquoi elle a mal pendant ses règles. Et donc, un peu de douleur pendant les règles, c'est acceptable, qui passe avec peut-être de l'anti-inflammatoire ou un doliprane. Des douleurs récurrentes à chaque cycle devraient alerter les patientes, quel que soit leur âge finalement. Oui, après, tout dépend. Si la patiente juge qu'avec un petit peu d'anti-inflammatoire, ça passe très bien, elle ne s'en plaint pas plus que ça, c'est parfait. Tout dépend de la patiente. Si elle ressent une gêne, un inconfort, si ça ne va pas, il faut qu'elle consulte. D'accord. Voilà. Parce que l'autre problème de ça, c'est que beaucoup de femmes vont sur Internet, Google, douleurs et règles, et elles viennent toutes en disant j'ai une endométriose, docteur, etc. C'est bien le problème. On a maintenant le problème inverse, c'est que, alors c'est pas le vrai partout, mais on l'observe nous à l'hôpital, c'est que les patientes consultent beaucoup parce qu'elles pensent avoir une endométriose, du fait effectivement de la médiatisation de cette maladie, et ça effraie beaucoup de patientes. Donc elles consultent très bien, mais on a une petite tendance quand même à être un peu débordé par ces vagues de patientes qui pensent avoir une endométriose, et on est encore aujourd'hui un petit peu démunis, on n'a pas trouvé les réseaux qui permettent de prendre en charge ces patientes pour quelque chose qui est légitime. Elles ont peur d'avoir une endométriose, elles ont mal pendant leurs règles, mais il y a un travail à faire pour pouvoir prendre en charge correctement ces patientes.
Tu as parlé d'un autre symptôme, c'est les douleurs pendant les rapports qu'on appelle les dyspareunies. Oui. Est-ce que tu pourrais détailler qu'est-ce qui devrait alerter une femme? Est-ce que j'ai eu mal à un coup, il faut que j'arrête, c'est une endométriose? Est-ce que c'est la répétition des douleurs? Est-ce qu'il y a une typographie de ces douleurs ou... C'est des douleurs qui gênent les rapports, qui nécessitent d'adapter les positions, d'interrompre les rapports. Donc, rien que ça, c'est anormal. Et il faut consulter quand on a ce type de symptômes. Ce qui caractérise plus particulièrement les dyspareunies liées à l'endométriose, c'est ce qu'on appelle les dyspareunies profondes. Il y a deux types de douleurs pendant les rapports, là encore très schématiquement, hein. Il y a des douleurs à la pénétration, superficielles, et puis des douleurs plus en profondeur, au fond du vagin, voire qui diffusent ensuite dans le ventre, que ce soit pendant les rapports, que ce soit après. Et c'est plutôt ce deuxième type de dyspareunie qui est évocateur d'endométriose, tout simplement parce que ça peut révéler des lésions qui sont juste derrière le fond du vagin et que par un simple phénomène on appuie sur la zone qui est douloureuse, qui fait mal, voilà, ça reproduit les douleurs et c'est ça qui doit amener à évoquer le diagnostic d'endométriose. Parfait. Bon, du coup, on peut passer au diagnostic. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'endométriose? En discutant comme on le fait là. C'est-à-dire que dans 9 fois sur 10, le diagnostic, il est là à l'interrogatoire. Alors, bien sûr, quand on a une certaine expertise de l'endométriose, on peut pousser un petit peu l'interrogatoire plus loin, notamment interroger les patientes sur leurs antécédents familiaux. On sait que les femmes qui ont une endométriose, leurs proches, leurs apparentés, sœurs, filles, ont un peu plus de risques que les femmes de la population générale de développer une endométriose. Donc interroger sur les antécédents familiaux. Interroger, on va en reparler sans doute, sur les projets de grossesse. Est-ce qu'elle a des difficultés à tomber enceinte? Est-ce qu'elle a eu des difficultés ou pas du tout? Et on a aussi tout un tas de maladies associées. Parce que de plus en plus, à l'heure actuelle, on voit l'endométriose comme une maladie générale et pas uniquement gynécologique. La tendance actuelle, c'est de penser que finalement, les symptômes gynécologiques, c'est l'expression d'une maladie plus générale, l'expression gynécologique pelvienne d'une maladie plus générale. Il y a des facteurs d'auto-immunité, des facteurs immunologiques qui participent à l'émergence de cette maladie et qui participent aussi à l'émergence d'autres types de maladies, comme les thyroïdites auto-immunes, des diabètes. Il y a aussi tous les troubles fonctionnels intestinaux. On se rend compte que les femmes qui ont une endométriose ont plus fréquemment que les femmes de la population générale ce type de pathologie associée. Donc ça aussi, interroger plus largement la patiente, et pas uniquement au niveau gynécologique, c'est important dans l'endométriose. Et donc, le diagnostic, finalement, il est fortement suspecté à l'interrogatoire. D'accord. Et je m'étais marqué une note, c'est que c'est important pour les patients de préparer leur consultation, de venir avec toutes les informations que tu viens de dire et qu'elles oublient souvent sous le coup de l'émotion. Les médecins sont souvent pressés. C'est pas grave, on est là pour ça aussi. Voilà. Il faut prendre son temps. Hein. Une première consultation pour une femme qui a une suspicion d'endométriose, c'est pas 10 minutes. C'est vraiment prendre son temps. Oui, je comprends. Oui, ici, il faut demander toute la famille, etc. Et c'est tout à fait justifié. Et du coup, donc, tu suspectes une endométriose. Sur l'interrogatoire, l'examen clinique peut t'aider, j'imagine. Alors, ça m'est très personnel. Hein. Je pense que l'examen clinique dans une endométriose n'a pas vraiment de place, à part faire mal à la patiente. Ça n'apporte rien au diagnostic. Il y a des moyens beaucoup plus performants que l'examen clinique maintenant, on va en parler, c'est l'imagerie qui permettent d'aller un petit peu plus loin. L'examen clinique, je pense que c'est essentiellement pour des patientes chez qui on envisage une intervention chirurgicale et pour lesquelles l'examen clinique va nous apporter un élément supplémentaire. Mais à titre systématique, examiner une femme qui vient pour des douleurs gynécologiques, je ne comprends pas très bien. Et on est deux. Donc, voilà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas examiné de patiente. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà examiné une patiente voilà. Non, mais c'est vrai au cours de mes consultations. Et c'est important de le dire dans les deux sens.
quelquefois les patients sont étonnés. Exactement. Mais Elles nous le reprochent parfois. Voilà, exactement. Pourquoi ne m'avez-vous pas examiné? Mais si on leur explique, voilà, exactement. il n'y a aucun problème. Oui, il faut aussi, mais c'est pas non plus interdit d'examiner. Il y a des gynécologues qui sont très à l'aise et Bien qui sûr, veulent se faire une idée. Et puis, là, j'ai parlé de l'imagerie. Je dis l'imagerie est très très supérieure à l'examen clinique pour le diagnostic d'endométriose. Après, je suis très orienté par le fait que j'ai une pratique parisienne où on a facilement des examens complémentaires. Il faut bien imaginer que dans d'autres départements, il n'y a pas forcément le même accès aux soins, il n'y a pas forcément de l'IRM en 15 jours. Et donc l'examen clinique, pour le coup, peut être important. Voilà. Et du coup, puisque tu parles d'imagerie, est-ce que c'est IRM pour tout le monde ou est-ce que c'est écho-IRM? Quelles sont les recommandations? Alors, échographie pelvienne et IRM pelvienne font toutes les deux très bien le diagnostic d'endométriose. C'est équivalent. Le seul avantage de l'IRM, c'est qu'elle peut être relue par des radiologues qui ont l'expérience de cette pathologie. Parce que le grand risque de l'imagerie, c'est de ne pas voir parce qu'on n'a pas l'expertise vis-à-vis de cette maladie. Mais une échographie entre de bonnes mains est aussi performante qu'une IRM pelvienne. Voilà. C'est vrai qu'il y a un raccourci à dire l'IRM c'est le gold standard, c'est l'examen à faire en première intention. Je pense qu'en première intention, une bonne échographie pelvienne, c'est très très bien. Avec peut-être la limitation qu'il faut que l'échographie soit spécialisée dans l'endométriose Alors oui, c'est tout le problème en fait, c'est de savoir quels sont les radiologues qui ont l'expertise dans l'endométriose, mais c'est vrai pour toutes les pathologies. Alors, on peut éventuellement envisager plusieurs étapes, de ne pas forcément d'emblée adresser à un référent radiologue toutes les endométrioses, mais de passer déjà par une échographie ou une IRM de débrouillage, entre guillemets, et ensuite, s'il y a un doute ou si c'est des formes un peu plus sévères, un peu plus compliquées, d'en référer à des radiologues experts. Donc, je reviens maintenant, mais tu l'as déjà dit, c'était une question que j'avais prévue, c'est pourquoi est-ce que le diagnostic d'un truc aussi simple, en gros, j'ai mal au ventre pendant les rapports, j'ai mal au ventre à toutes mes règles, on en parle un peu avec un médecin qui écoute attentivement, on fait un examen complémentaire qui soit... Pourquoi le diagnostic prend tant d'années? Parce que tu t'as dit 8 à 10 ans, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, puisque j'ai fait la recherche ce matin. Comment est-ce que des femmes peuvent souffrir 8 à 10 ans avant qu'on mette un nom sur leur maladie? Pour plein de raisons différentes. La première, c'est méconnaissance de la part des patientes. Alors ça, c'est en train de changer avec la médiatisation de l'endométriose, mais il ne faut pas imaginer que la vision qu'on a, médiatique, très parisienne, elle a forcément sa place aussi en province où on est peut-être moins à l'écoute des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe. Donc il y a encore une vraie méconnaissance de la part des patientes de cette maladie. Il y a une vraie méconnaissance de la part des médecins en général. Moi, je me souviens, ça remonte déjà à pas mal d'années, mais quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait 2 lignes sur l'endométriose. Et je n'avais rien compris à ce qu'était l'endométriose avant de commencer mon internat de gynécologie. L'autre raison, c'est ce que j'ai dit. Tu as fini par faire ta thèse dessus? Oui. Si mes souvenirs sont bons. J'étais vraiment insatisfait de ce qu'il y avait dans ces livres. Comme quoi, tu as rajouté des lignes. Exactement. L'autre raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que les symptômes sont très peu spécifiques. Ça peut être un vague mal au ventre, donc ça peut être plein d'autres choses, pas forcément que l'endométriose. Et ça, on en arrive aussi, des caractéristiques fondamentales de l'endométriose, c'est son caractère extrêmement variable. L'endométriose, c'est une maladie très hétérogène, très variable d'une patiente à une autre. L'endométriose de ma voisine, ce n'est pas la même que celle de ma sœur ou de ma cousine. Chaque femme se plaint de choses différentes, a des formes cliniques différentes, des projets de vie aussi différents. Et finalement, c'est une maladie tellement variable, c'est peut-être ça aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à en faire le diagnostic. Oui, on peut imaginer des patientes qui se perdent 2-3 ans en gastro ou en colopathie, d'irritation, ce genre de titre avant de retrouver un gynécologue qui finalement met les mots. Et alors,
il y a une dernière raison aussi, enfin il y en a d'autres probablement, mais une autre raison que je vois assez importante. Le délai de 10 ans, en fait, on pense que cette maladie, elle commence au moment de l'adolescence, voilà, des premières règles douloureuses. Très souvent, les patientes, quand elles consultent, commencent à prendre la pilule, ça améliore les douleurs de règles, elles vont plutôt très bien avec leur pilule, et puis elles arrêtent la pilule pour tomber enceinte. Souvent, 8 à 10 ans après l'adolescence et le début de la prise de pilule. Et à ce moment-là, une fois qu'on arrête la pilule, c'est là où les douleurs peuvent reprendre. Donc, souvent, le diagnostic il est fait au moment où les patientes veulent tomber enceintes, parce que les douleurs arrivent. Donc, c'est ça aussi le délai de 8 à 10 ans. Ok. Du coup, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, est-ce que l'infertilité est un symptôme d'endométriose? Alors, oui, avec la douleur, l'infertilité, c'est le grand cadre voilà, des symptômes associés à l'endométriose. Alors, attention, ce n'est pas du tout systématique. Hein. On a le droit d'avoir une endométriose sévère, beaucoup de lésions et 3 enfants sans aucun problème. À l'inverse, on peut avoir 2-3 petites lésions et ne pas arriver à tomber enceinte, avoir très mal. Et il y a tous les intermédiaires. Donc on en revient à ce qu'on disait du caractère très hétérogène de la maladie. Mais oui, l'infertilité est associée à l'endométriose. On estime, alors c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais ça se vérifie tous les jours dans les services d'AMP, d'assistance médicale à la procréation. Il y a à peu près 30 à 50% des femmes qui consultent pour infertilité qui ont une endométriose. Et réciproquement, 30 à 40% des femmes qui ont une endométriose qui n'arrivent pas à tomber enceinte comme elles le souhaiteraient. Parfait. Donc ça a été clair. Je pense que le message est assez simple, c'est que quand vous essayez d'avoir un enfant, si vous avez en plus les douleurs, etc., que ça ne marche pas dans le délai des 6 mois à 1 an qui définissent l'infertilité, ça peut éventuellement évoquer une endométriose. Tu as aussi dit quelque chose qui est une question qui revient souvent des patientes. On leur a fait un diagnostic, elles ont, on va dire, 25 à 30 ans, donc elles sont jeunes, elles n'ont pas forcément de projet d'enfant, et on parlera des traitements après. Elles ont un peu d'endométriose, souvent peut-être quelque chose sur l'ovaire ou un ligament qui est un petit peu rétracté. Elles demandent, est-ce que ça va beaucoup évoluer si je ne fais rien? Et je pense qu'on ne connaît pas très bien, alors peut-être que mes connaissances sont un peu datées, mais on ne connaît pas très bien la possibilité d'évolution. Est-ce que toutes les patientes ont une évolution qui est la même ou pas du tout finalement? Il y en a qui... Alors, tu as raison, c'est une question qui revient très 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 fréquemment dans la bouche des patients et des médecins, les gynécologues et les médecins généralistes qui nous réfèrent les patientes, leur inculquent un petit peu cette crainte d'une maladie évolutive, c'est-à-dire dans laquelle les lésions se multiplieraient en nombre et auraient une tendance à grossir au fil des années. Avec le risque qu'il y ait plus de douleurs ou plus de difficultés à tomber enceinte. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, le premier élément, c'est qu'il y a une déconnexion entre les symptômes et les lésions en elles-mêmes. On peut avoir très mal et avoir des petites lésions. On peut avoir aucune douleur et des lésions qui font 3-4 cm enchâssées dans la paroi du tube digestif. Donc, ce n'est pas parce que la lésion est forcément plus grosse ou qu'elle grossit qu'on va avoir plus mal. Premier élément de réponse. Deuxième élément, sur effectivement, est-ce qu'il y a une progression des lésions? Toutes les données qu'on a à l'heure actuelle vont plutôt dans le sens d'une parfaite stabilité de la maladie au fil du temps. Alors, à partir du diagnostic, tu veux dire? À partir même du moment... alors, ça, c'est le problème de quand la maladie est apparue. On voit les patients trop tard, finalement. La maladie, elle apparaît probablement à l'adolescence, au moment des premières règles, ça s'installe. Donc, c'est vrai que cette période-là, où la maladie s'installe, on doit forcément imaginer qu'elle est évolutive, puisque les lésions se disséminent, grossissent, s'implantent, tout ça. Et puis, après, au moment où on fait le diagnostic, pour la plupart des patientes que l'on suit, ça ne bouge pas. Et ça, on a des études. On a même fait des études à Cochin là-dessus à partir d'IRM. Et on suivait les patientes parfaitement stables. Ça n'a pas bougé. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cette maladie. C'est pourquoi à un moment donné, ça évolue. Ça a flambé.
Voilà. Et puis après, il y a un signal qui fait que ça ne va pas plus loin. Alors, probablement que le climat hormonal de l'adolescence est très différent de l'âge adulte. D'ailleurs, l'adolescence, la définition de jusqu'à quand est l'adolescence, c'est très débattu. C'est probablement autour de 20-21 ans. C'est beaucoup plus tard qu'on ne le pense. Donc, nous, on a plutôt tendance à imaginer qu'à partir de 21-22 ans, la maladie, elle n'évolue pas. Elle n'évoluera pas. Alors, attention, les symptômes peuvent évoluer au cours de la vie. Mais les lésions en elles-mêmes, leur taille, leur nombre, pour l'énorme majorité des patientes, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un élément très rassurant à donner aux patientes. Moi, je le fais tous les jours parce qu'il y a encore cette idée-là que l'endométriose est une maladie progressive. Après, bien entendu, c'est vrai pour tous les diagnostics en médecine, il y a des exceptions. Il y a des patientes qui progressent, des maladies très inflammatoires. Oui, ça existe. Mais pour l'énorme majorité des patientes, non, c'est une maladie qui est calme. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la disconnexion entre les lésions et les symptômes. Ça m'a rappelé une patiente que je ne voulais pas opérer, tellement elle avait rien. Elle avait vraiment rien. Et puis elle m'a un peu forcé la main pour des douleurs pelviennes chroniques. Il n'y en opère plus, les endométrioses. Non, mais on va en reparler. elle n'avait pas d'endométriose, elle avait rien. Ah oui, d'accord. Patiente. Elle avait vraiment rien à l'IRM. Et donc je lui ai dit, elle avait des douleurs pelviennes chroniques. Quand je l'ai opérée, elle avait un nodule de vraiment 5 mm à gauche, je m'en rappelle encore très bien. Je l'ai enlevé en me disant vraiment c'était l'intervention la plus inutile de ma vie. Et depuis l'intervention, je reçois tous les ans le petit mot à la date anniversaire où elle me dit vous avez sauvé ma vie. C'est probablement les interventions les moins invasives que j'ai faites, mais c'est vrai que je ne comprends toujours pas comment c'est possible que cette petite lésion que j'ai enlevée lui ait... Je ne sais pas s'il y a une relation directe de cause à effet, mais ce qui est sûr, une patiente qui se plaint de douleur, il faut vraiment l'écouter et la traiter la douleur rapidement. Parce que ce qu'on observe dans toutes les maladies qui sont à l'origine de douleurs chroniques, et l'endométriose en fait partie, c'est qu'il y a un mécanisme de sensibilisation qui se met en place. Ça, c'est au niveau cérébral, c'est bien montré, que indépendamment de la cause, en fait, le cerveau peut envoyer des influx pour provoquer des douleurs. Donc, la chronicisation des douleurs, l'installation de douleurs, ça c'est un phénomène vraiment important à prendre en compte. Et c'est comme ça notamment qu'on explique que certaines patientes à qui on retire chirurgicalement des lésions d'endométriose continuent à avoir mal. On a retiré la cause, elles n'ont plus de lésions, elles ont toujours mal. Alors c'est une image qui n'est pas très jolie, mais ça avait été, c'est plus frappant, ça avait déjà été rapporté pour les patients qui devaient avoir des amputations. Les membres fantômes, on sent encore son pied malgré une amputation. Et ben, c'est pareil en fait. Les patientes qui ont des douleurs depuis des années, même si on traite la cause, on peut encore avoir des douleurs parce qu'il y a une sensibilisation dite centrale du cerveau qui pérennise, qui chronicise ce phénomène douloureux. Et donc pour éviter ça, il faut vraiment prendre en charge la douleur le plus tôt possible. Et c'est le principal intérêt d'un diagnostic plus précoce d'une endométriose. C'est d'éviter ce phénomène-là. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur les traitements. Et j'aimerais qu'on fasse vraiment la part entre deux types de patientes. Il y a celles qui ne sont pas en parcours ou en désir de grossesse, donc qui n'essayent pas d'avoir d'enfant. Et quelles sont les options thérapeutiques chez elles. Et puis ensuite, on parlera pour quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant. Alors, déjà, un message important, ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'il faut la traiter. On traite les symptômes associés à l'endométriose, on traite les douleurs associées à l'endométriose. Donc une femme, quelles que soient ses lésions, le nombre de lésions, l'étendue des lésions, si elle a pas mal, on s'en fiche. Pas de la femme, on s'en fiche de l'endométriose. Donc il n'y a pas de traitement à proposer. Ce n'est pas une maladie progressive, elle n'a pas mal, elle n'a pas de projet de grossesse, il n'y a pas lieu de proposer un traitement, ce n'est pas une maladie pour le coup. Voilà. Et alors, juste pour préciser ça, parce que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, et c'est ce que je dis souvent à mes patientes, quelles que soient les maladies bénignes, je dis le premier traitement, on ne peut rien faire. Bien sûr. Et souvent, elles ne l'entendent pas, ça. Souvent, on leur a dit qu'il faut opérer, etc. Est-ce que c'est également vrai pour des petits kystes d'endométriose sur l'ovaire qu'on appelle des endométriomes? Alors, oui, parce que ça, on ne l'a pas dit, il y a 3 formes principales d'endométriose. Peut-être qu'on peut en parler à ce moment-là, parce que ça, les traitements sont aussi en lien avec ça. L'endométriose se manifeste
de 3 façons différentes. Il y a ce que tu as cité, des kystes sur l'ovaire, qui sont généralement des kystes remplis de sang. Pareil, hein, ça saigne. On dit liquide chocolat, voilà. Et c'est effectivement ce qu'on appelle des endométriomes ovariens. L'autre forme de la maladie, c'est des petites lésions superficielles posées sur le revêtement qui entoure tous les organes dans la cavité abdominale. C'est l'endométriose dite superficielle ou péritonéale. Et puis la troisième forme, c'est l'endométriose dite profonde. Alors, il y a des définitions un petit peu savantes. Si on est simple, ce sont en fait des lésions qui s'enchâssent dans la paroi des organes autour de l'utérus. On a des nodules d'endométriose dans la paroi du côlon, dans la paroi de la vessie. Voilà. C'est ça l'endométriose profonde. On peut avoir isolément une de ces 3 formes. On peut avoir que de l'endométriose superficielle, que de l'endométriose profonde. Souvent, elles sont associées. En particulier, quand on a de l'endométriose profonde, c'est quand même assez rare que ce soit isolé. Il y a souvent des kystes sur l'ovaire, il y a souvent de l'endométriose superficielle. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et donc c'est important aussi pour donc, les femmes qui ont eu un diagnostic d'endométriose de comprendre ce que tu viens de dire. Parce que souvent, moi j'ai des patientes qui viennent et me disent j'ai de l'endométriose. Et quand je leur demande où, quoi, qu'est-ce qu'on vous a dit, elles n'en savent rien. On leur a dit le mot générique. Mais donc sur les ovaires de l'endométriome, posés comme des grains, un peu des grains de beauté à l'intérieur de l'abdomen, si on peut appeler ça comme ça, Ouais. L'endométriose superficielle, et quand ça envahit la paroi des organes profonds. Et donc les traitements, les traitements, on traite donc, je le redis parce que c'est vraiment important, on traite les femmes qui sont douloureuses. Alors, les traitements, ils vont être adaptés en fonction de l'intensité de leurs symptômes et puis de la nature de leurs symptômes. C'est pas pareil une femme qui a que des douleurs de règles, on appelle des dysménorrhées, ou celle qui a à la fois des douleurs de règles, des douleurs pendant les rapports, des troubles digestifs, voilà, qui a un cortège de symptômes. Le premier traitement, ça peut être tout simplement des antalgiques. De prendre du paracétamol, de prendre des anti-inflammatoires au moment des règles, si ça soulage la patiente et que ça lui va très bien, parfait. Voilà. L'autre traitement, ça, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde le sait, la pilule contraceptive est à ce jour le traitement le plus efficace sur les douleurs associées à l'endométriose. Donc là encore, j'insiste, la pilule, ce n'est pas un traitement de l'endométriose, ça ne va pas faire régresser les lésions, ça ne va pas empêcher la progression des lésions, puisqu'il n'y en a pas. La pilule, c'est un traitement des douleurs associées à l'endométriose. Est-ce que tu peux préciser, parce que ce n'est pas n'importe quel type de pilule, c'est soit des pilules progestatives, soit des pilules ostroprogestatives qu'elles prennent en continu. Alors, en vrai, il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait une pilule qui était plus efficace qu'une autre. Globalement, la pilule, par le fait qu'elle inhibe l'ovulation, soit elle diminue l'inflammation, c'est plus probablement par le fait que toutes les pilules diminuent l'inflammation associée aux lésions d'endométriose, toutes les pilules sont efficaces sur les douleurs associées à l'endométriose. Qu'on maintienne ou pas les règles? Alors, logiquement, si les symptômes se concentrent au moment des règles, il vaut mieux prendre une pilule en continu pour pas qu'il y ait de règles. C'est un peu crétin, Oui, non, mais d'accord. Bon, pourquoi même si on sait que prendre la pilule en maintenant les règles, ça diminue quand même globalement les douleurs. Mais elles auront toujours mal pendant leurs règles. Donc autant donner la pilule en continu, il n'y a pas plus d'inconvénients que d'avoir ces règles avec la pilule. Ça ne change rien du tout. Il vaut mieux donner la pilule en continu. Et je veux juste préciser, parce que ça aussi les femmes le disent souvent, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus mes règles? Parce qu'elles ont deux choses, elles ont l'impression de se purifier un moment. Mais ça, c'est... Voilà. Donc ça, moi j'explique à mes patientes qu'en fait, nous, on empêche l'endomètre de pousser, donc c'est pas qu'elles n'ont pas il y a un blocage, c'est qu'il n'y a juste rien qui doit saigner. Et puis la deuxième chose, c'est que le jour où on l'arrête, mais tu confirmeras, la fertilité revient à la normale. Aucun problème, voilà. Aucun problème. C'est vrai que l'inventeur de la pilule, dont on ne citera pas le nom, a probablement rendu service à des millions et des millions de femmes avec la contraception. Mais d'un autre côté, il aurait pu leur proposer de la prendre en continu parce que ça a un peu, comme tu dis, stigmatisé cette idée qu'il fallait évacuer quelque chose, qu'il fallait respecter un cycle. Voilà. Alors qu'en fait,
c'est les fausses règles sous pilule. Oui, C'est pas les vraies c'est règles. pas les vraies règles. Donc c'est exactement pareil de prendre la pilule en continu ou en discontinu. Donc, premier traitement, rien. Deuxième niveau de traitement, les antalgiques simples, si ça suffit. Troisième niveau de traitement, les pilules contraceptives, de préférence en continu. Bon. Et si tout ça ne fonctionne pas, Alors, je veux rajouter quelque chose avant d'aborder la chirurgie, puisque c'est là-dessus que tu veux m'entraîner. Il n'y a pas d'obligation non plus à la pilule. Il faut écouter les patientes. La pilule n'a pas bonne presse à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes qui n'ont pas très envie de prendre des traitements hormonaux. Il faut bien leur expliquer pourquoi. Il faut des fois tester. C'est un peu de la cuisine. Leur proposer la pilule qui est la plus adaptée à leur profil. Il faut savoir prendre le temps, essayer plein de pilules différentes, bien leur expliquer l'intérêt de tout ça. Et pas oublier les autres symptômes et les autres mesures associées, parce qu'il y a aussi des mesures non médicamenteuses. Alors là aussi, je suis très agnostique là-dessus. Bien sûr, ça n'a pas été évalué comme a été évaluée la pilule de façon scientifique, mais le fait est que ça peut aider les patientes. Je pense à tout ce qui est kinésithérapie pelvienne, ostéopathie, acupuncture, les régimes anti-inflammatoires. Il faut essayer. Et je pense que si la patiente voit un bénéfice à, je ne sais pas, l'acupuncture sur ses symptômes, ben c'est très bien. Voilà. Il faut au moins leur proposer, leur faire rencontrer des spécialistes de la douleur, pas penser que la pilule va résoudre tout. Voilà. C'était d'ailleurs ma question d'après, mais tu l'as devancé. La prochaine fois, ça ne sert à rien que tu viennes. Ça sert à rien. Voilà, exactement. Je fais les questions et les réponses, hein, c'est pas un souci. Voilà. Non, mais il y a, dans ce que tu as dit, je veux revenir sur un truc que je dis à toutes mes patientes, c'est il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pilule. Il y a une bonne pilule pour vous à un moment donné de votre vie. Exactement. Et moi, la recommandation que je donne à mes patientes, c'est si ça ne va pas, vous l'arrêtez. 48 heures après, vous n'aurez plus aucun composant chimique dans votre sang, donc vous êtes redevenu normal. Et notamment sur les troubles de l'humeur, il y a des femmes qui décrivent des vrais troubles de l'humeur, qui souvent les médecins disent ah c'est rien, mais je pense que ça existe vraiment, certaines femmes qui sont chamboulées un peu par les hormones. Bien sûr. Et puis en revenant vers nous, on leur dit c'était peut-être un peu trop d'oestrogène, pas assez d'oestrogène, etc. Et on retrouve l'équilibre. Et pardon, je rajoute, et une pilule, on conseille quand même de la réévaluer au bout de 3-4 mois, pas trop tôt. Souvent, il y a des symptômes, des effets indésirables qui passent, voilà. Et donc, il faut réévaluer, revoir la patiente 3-4 mois, à la fois sur les douleurs et sur les effets secondaires de la pilule. D'accord. Et donc maintenant, en cas d'échec de tout ça, la chirurgie... Alors, la chirurgie, donc le principe de la chirurgie dans l'endométriose, c'est de retirer toutes les lésions d'endométriose. On sait que ça a un bénéfice sur les douleurs. La chirurgie vient en deuxième ou troisième intention après les traitements médicamenteux. Pas en première intention, comme parfois on le voit encore trop souvent. La chirurgie, c'est pas magique. On ne traite pas la cause en particulier, donc ça peut éventuellement revenir. On retire les lésions. Il y a chirurgie et chirurgie. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de formes différentes d'endométriose, et donc la chirurgie, elle est adaptée aux formes d'endométriose. Et donc il faut prendre en compte dans le choix de la chirurgie, dans le choix de proposer ça aux patientes, il faut prendre en compte le phénotype, comme on dit, c'est-à-dire les formes de la maladie. Pourquoi ? Parce que, imaginez bien que quand on est face à une endométriose superficielle, des petites lésions comme ça posées, chirurgie simple. Ça se fait par voie mini-invasive, des petites incisions, une caméra, et puis on a une sorte de petit laser qui permet de détruire ces lésions. Voilà, très faisable. Voilà. Quand on a des kystes sur les ovaires, ces fameux endométriomes, pour les retirer, il faut les séparer de l'ovaire. Quand on les sépare de l'ovaire, on enlève toujours un peu d'ovaire sain, et dans cet ovaire sain, il y a quoi ? Il y a les follicules, il y a les futurs ovules. Et donc le risque, c'est que cette chirurgie diminue, ce qui est maintenant bien connu, ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire en gros diminue la fertilité. Et donc très longtemps, on a pensé, on a dit oui, l'endométriose, ça rend infertile. Et en fait, ce n'était pas la maladie qui a rendu les patientes infertiles, c'est la chirurgie. Parce qu'on a retiré les kystes d'endométriose, on a abîmé
les ovaires, on a diminué la réserve ovarienne, on a diminué la fertilité. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Et pour les endométrioses profondes, certaines formes, notamment quand on a des nodules qui s'enchâssent dans la paroi du rectum, du côlon, de la vessie, peuvent nécessiter des gestes chirurgicaux lourds avec des conséquences pour la patiente, qui sont en fait des effets secondaires de la chirurgie, des complications de la chirurgie, et pas liées à la maladie. Et donc, imaginez que ce type de complication, on peut l'avoir à vie. L'endométriose, c'est une maladie généralement en période d'activité génitale. À la ménopause, on est quand même tranquille. Si on a une complication de la chirurgie, c'est à vie. Donc tout ça pour dire qu'il faut prendre en compte ces complications chirurgicales et la lourdeur prévisible de la chirurgie pour poser l'indication opératoire. Est-ce qu'il y a encore parce qu'il y a une époque où il y avait peut-être certaines patientes où ont vécu ça, où il y avait des équipes très agressives sur des chirurgies et Bien des sûr. équipes très conservatrices. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que maintenant il y a un consensus un peu plus... Alors, les techniques chirurgicales sont en train de s'affiner. Effectivement, on devient moins agressif sur notamment les gestes digestifs. Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion. Mais d'un autre côté, on a tendance à faire des chirurgies plus radicales. Alors, c'est quoi les chirurgies plus radicales? C'est des chirurgies qui incluent l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus et potentiellement des ovaires. Alors, je peux prendre un petit moment pour expliquer pourquoi. Mais c'est bien entendu chez les femmes qui n'ont pas de désir d'enfant. On parle de femmes qui ont eu... C'est ton cadre. Oui, voilà. non, mais je le rappelle parce que ça fait 5 minutes qu'on parle. Alors, c'est des femmes qui ont eu leurs enfants. Voilà, ou surtout qui ont eu leurs enfants. Voilà. C'est-à-dire que la tendance actuelle, c'est de proposer la chirurgie quand il n'y a pas d'autre solution et de la proposer qu'une seule fois. Parce que ça aussi, une idée qui est quand même assez répandue et qui est vraie, c'est que ces femmes qui ont une endométriose, elles sont opérées à de multiples reprises parce que ça récidive. Voilà, elles ont 3, 4, 5 chirurgies et que c'est l'enfer. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de ces chirurgies étaient un petit peu inutiles ou qu'elles n'étaient pas complètes dès le départ et qu'en fait, ce n'était pas vraiment des récidives, c'était juste des lésions qui n'avaient pas été visualisées et qui continuaient de faire parler d'elles. Donc la patiente était réopérée, etc. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est une seule chirurgie au bon moment au cours de la vie de la femme. Et le bon moment, c'est probablement une fois que le projet de grossesse a été accompli, qu'elles ont eu leurs enfants, qu'elles ont des douleurs malgré les traitements médicamenteux, c'est toujours le même principe. À ce moment-là, on leur propose une seule chirurgie et une chirurgie radicale, incluant l'ablation de l'utérus et ou des ovaires. Pourquoi? Parce que, et on va en parler un petit peu plus tard, il y a ce qu'on appelle l'adénomiose. L'adénomiose utérine, c'est, pour faire très simple, l'endométriose de l'utérus lui-même. C'est logique. Quand l'endomètre il va en dehors de l'utérus, il est probablement un peu plus agressif et peut aussi aller un peu plus en profondeur dans le muscle utérin, dans la paroi de l'utérus. C'est ça qu'on appelle l'adénomiose. Avant, on appelait ça endométriose interne à l'utérus par rapport à l'endométriose externe, qui est l'endométriose que tout le monde connaît. Et donc l'endométriose, c'est très souvent associé à l'adénomiose. Ça, on s'en est rendu compte il y a quelques années, et l'adénomiose participe aux symptômes. Douleur, saignement, on en reparlera. Et donc, ce n'était pas logique de retirer les lésions d'endométriose alors qu'on savait qu'il y avait un autre facteur, l'adénomiose, qui pouvait être responsable des douleurs. Donc maintenant, on propose des chirurgies qui incluent l'ablation de l'utérus. On ne peut pas faire de traitement conservateur en cas d'adénomiose, mais au bon moment, à l'issue du projet de grossesse. Et des chirurgies effectivement moins lourdes. On essaie de préserver au maximum l'organe qui est touché. Parfait. Est-ce que tu peux redétailler aussi maintenant la réflexion thérapeutique? Et on fera peut-être après un autre enregistrement sur le détail des traitements et des protocoles, mais pour une femme qui a un désir d'enfant, qui vient avec la même endométriose, la même douleur, puisque là c'est un parcours un peu différent. Alors, une femme qui est infertile en fait, pas forcément qui a un désir d'enfant.
Non, qui peut venir et qui a mal. S'il y a un projet de grossesse. Voilà, un projet Voilà. de grossesse. Alors, évidemment, pas de pilule. Oui. Non, mais c'est bon de le rappeler parce que. Oui, ça marche. Mais on le voit encore, une patiente on découvre une endométriose à l'occasion d'un désir de grossesse et on propose la pilule. Non, enfin, circuler pour moins bien sauter. Donc la pilule est contraceptive, c'est son but premier, n'a pas de place chez une femme qui a une endométriose et qui a un projet de grossesse. Après, là encore, les stratégies, il ne faut pas la paniquer. Hein. Si elle n'a pas attendu suffisamment longtemps pour tomber enceinte, il ne faut pas forcément lui dire « vous avez une endométriose, un projet de grossesse, vous ne tomberez pas enceinte », elle va se retrouver en fécondation in vitro. Donc il faut savoir aussi prendre le temps, en lui disant « ok, on n'a pas moyen de savoir si cette endométriose peut vous créer des problèmes pour tomber enceinte ou pas, donnez-vous un délai suffisant, généralement on estime que c'est à 1 an, voilà. Bien sûr, tout dépend de son âge. L'âge est un facteur fondamental. Je pense que Michael Greenberg, dans d'autres, l'âge est très très important. Mais quand il n'y a pas cette problématique d'âge... Donc en dessous de 35 ans globalement. Voilà, on va dire en dessous de 35 ans, il faut lui laisser le temps de tomber enceinte. Ce qui peut perturber les patientes, ce délai, c'est si elles ont mal, en particulier si elles ont mal pendant les rapports. C'est là où c'est important de faire un bilan complet des lésions, de voir si à ce moment-là, si c'est un facteur qui perturbe énormément, si elle ne peut pas avoir de rapport parce qu'elle a extrêmement mal, là c'est peut-être la place d'une chirurgie. Ou d'une insémination. Non, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas à Cochin, nous ne faisons pas d'insémination pour les endométrioses. D'accord. Parce que, mais là je ne suis pas... spécialiste de la reproduction, mais à ma connaissance, les études ont montré que ça ne servait pas à grand-chose dans un contexte d'endométriose et que la fécondation in vitro permettait de... Non, on est d'accord. Dans l'endométriose. Non, je parlais de quand les rapports n'étaient pas possibles. Ah oui, pardon. En absence d'exposition au sperme. Voilà, après, il n'y a pas beaucoup de patientes, je pense, qui... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, je veux juste rappeler, vraiment, tu as dit un truc qui est très important. Chez une femme, on va dire jeune, ou même, chez une femme qui veut des enfants, qui sait qu'elle a une endométriose, qu'elle essaye, on va dire 1 an jusqu'à 35, et Michael avait plutôt conseillé à partir de 35, plutôt de 6 à 9 mois avant de commencer à bilanter. Et voilà, c'est un peu le consensus. Voilà. Et la chirurgie peut aider, tout dépend quel type de chirurgie, mais la chirurgie peut éventuellement aider pour justement diminuer ses douleurs et faire en sorte qu'elle puisse... faire tout ce qu'il faut pour concevoir naturellement. D'accord. Évidemment, quand on a une endométriose avec une atteinte digestive, on ne va peut-être pas faire des gestes chirurgicaux digestifs dans le simple fait d'augmenter les chances de grossesse, évidemment. D'accord. Et donc ça, c'est en cas on va dire, d'une patiente dont on ne connaît pas, où on n'a pas diagnostiqué l'infertilité, tenter. C'est un désir de grossesse chez une femme. C'est un désir de grossesse, voilà. En cas d'infertilité, c'est-à-dire une femme qui a une endométriose et qui a essayé depuis 6 mois, 1 an, en fonction de son âge, quelle est la meilleure prise en charge? Alors, déjà, il faut comprendre pourquoi elle est infertile. Il n'y a pas forcément que l'endométriose. Je pense que Michael l'a rappelé aussi. Il faut évaluer tous les paramètres de la fertilité. Oui, mais imaginons que ça soit que l'endométriose. Voilà. Si c'est que l'endométriose, là encore, il y a plusieurs possibilités. Si la douleur est au premier plan, qu'il n'y a pas d'autres paramètres d'infertilité que l'endométriose, la chirurgie peut aider et peut augmenter les chances de grossesse naturelle. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, tout dépend du type de chirurgie. On ne va pas faire des chirurgies majeures pour augmenter les chances de grossesse. Mais par exemple, une patiente infertile avec de l'endométriose superficielle, si on détruit les lésions de l'endométriose superficielle, on augmente les chances de grossesse naturelle. J'insiste sur naturelle, parce qu'on va reparler un peu plus tard dans un contexte d'assistance à la procréation. Mais oui, la chirurgie peut aider, effectivement. D'accord. Et quid des techniques de PMA? À quel moment vous décidez que vaut mieux passer la main
aux FIVistes, comme Alors, on les appelle, ou aux médecins de la reproduction? eh bien, s'il y a un autre facteur associé, que ce soit l'âge, que ce soit la réserve ovarienne, un problème côté masculin, un problème de trompe, voilà. S'il y a un autre facteur en plus de l'endométriose, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sujet, mais globalement, les études vont pas mal dans le même sens, que là, c'est la place de la PMA. D'accord. Donc chez une femme qui a, on va dire, 1 an d'infertilité, Oui. chez qui l'endométriose a été diagnostiquée, et que la douleur n'est pas au premier plan. Parce qu'il y a des équipes qui sont FIV très précoces, qui Oui. préfèrent faire de la fécondation in vitro très précoce, et puis d'autres qui préfèrent quand même faire la chirurgie, même s'il n'y a pas vraiment de douleur. Ben, c'est ce que je dis, le problème c'est que si tu as un facteur d'infertilité associé, tu ne vas pas le corriger par la chirurgie. La chirurgie, tu vas corriger l'endométriose, mais si elle a une réserve ovarienne basse, bah, c'est juste perdre du temps. Pareil, si la patiente a 37, 38 ans, elle a une endométriose pas très douloureuse, enfin on ne va pas l'opérer, on va la passer en fécondation in vitro parce que le temps, on ne veut pas perdre du temps. D'accord. Enfin, nous, c'est notre philosophie. Je sais que tout ça est très discuté et qu'il n'y a pas de recommandation claire sur le sujet. Mais c'est la logique, en fait. Oui, c'est de pas... Et c'est adapté à la patiente, à la situation de la patiente Oui, et ce qu'elle souhaite aussi. Oui, de ne pas compromettre la... parce que ça peut être long. La chirurgie, la récupération de la chirurgie, etc., ça peut faire perdre quelques Bien mois sûr. très facilement Bah oui. sur ces endométrioses sévères. Et donc, Voilà. c'est pas compromettre la perte de qualité des ovocytes que peut induire le traitement, le temps, le délai, etc. Alors, c'est pour ça que nous, dès qu'il y a un facteur en plus, c'est Très rapidement. c'est très rapidement PMA. D'accord. Voilà, on ne veut pas perdre de temps. Parfait. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur l'endométriose. Est-ce que tu as un dernier message sur cette pathologie C'est pas un message, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, Ah. forcément. Oui, c'est pareil. C'est la préservation de la fertilité. Toute femme peut demander une préservation de sa fertilité, c'est la loi aujourd'hui, mais j'aurais tendance à dire, raison de plus quand on a une endométriose. On ne sait pas si cette endométriose, elle va nous rendre infertile. On sait que les chirurgies peuvent avoir un impact sur la fertilité, que le temps joue contre ces patientes. Il y a une vraie place pour la préservation de la fertilité chez les patientes endométriosiques. Donc ça veut dire congélation d'ovocytes quasiment dès le diagnostic de la maladie. Voilà, ou en tout cas l'aborder, l'évoquer avec la patiente, et puis après elle mûrit son idée, mais qu'elle soit aussi informée, parce qu'elles ne le sont pas toutes, de cette possibilité, et que ça nous rend quand même service dans pas mal de situations, qui est des ovocytes congelés, qu'on utilisera ou pas, parce que ça n'empêche pas que si elle souhaite tomber enceinte naturellement, elle peut le faire, mais c'est au cas où il y aurait quelques problèmes à tomber enceinte. Mais c'est une remarque intéressante parce que du coup la congélation, enfin ou la préservation de la fertilité ou la congélation ovocytaire devrait être un des piliers du traitement. C'est un des piliers qu'on devrait proposer à celles qui n'ont pas encore rempli leur désir de grossesse finalement. Et pas un truc en plus finalement. Le médecin devrait le proposer. Et puis un des messages, si on veut terminer, hein, c'est vraiment d'essayer de résister à la médiatisation de cette maladie. Ce n'est pas l'enfer forcément d'avoir une endométriose. Il ne faut pas paniquer parce qu'on fait le diagnostic. Il faut être cool sur l'endométriose quand même. Voilà. Okay. Non mais t'es pas le premier à dire ça. Mickaël a dit que la majorité des femmes qui ont une endométriose auront leurs enfants naturellement. Bien sûr, la majorité bien sûr. Pas mal. Et même quand c'est par FIV, les femmes qui ont une endométriose ont autant de chances d'avoir des enfants par fécondation in vitro que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, non, mais ça fait. Voilà. Mais c'est bien de répéter les messages. Et les choses progressent vraiment, je trouve, dans le bon sens, à la fois dans la connaissance de la maladie, on affine un petit peu les éléments, mais qu'on connaît depuis plusieurs années. Quand on réfléchit, la pilule pour l'endométriose, on est quand même vraiment nul. Enfin, le Graal, ce serait de trouver un traitement qui ne soit pas contraceptif, qui soulage les douleurs. Il y a des choses dans les tuyaux, ça va arriver, mais pour l'instant, on n'est pas terrible. Mais je pense qu'une des grandes problématiques de la surmédiatisation de l'endométriose,
qui est très bien pour mettre en place les circuits de soins, etc. Et non seulement en France, mais dans le monde entier. On a vu ça dans tous les pays, on va dire, anglo-saxons, etc. Ça a été le peu de place qu'il y avait la douleur de la femme de façon cyclique. Et ça a été un peu on va dire, l'iceberg qui s'est dévoilé à travers cette pointe. Mais je pense que pendant des années, en fait, les douleurs des femmes ont été négligées dans la prise en charge quotidienne, etc. Est-ce que tu as dit sur la chronicité, combien de jeunes patientes on voit qui ont l'appréhension de leurs règles parce qu'elles savent qu'elles vont avoir mal, même sans endométriose. Et donc, on fera tout un truc sur la douleur chronique, notamment pelvienne, etc. Et plus tard, mais je pense que ça a été un peu ça. C'est l'abcès de la douleur qui a été crevé à travers l'endométriose finalement. Tu as tout à fait raison. La vraie révolution actuelle de la médiatisation de l'endométriose, c'est l'écoute des femmes. Oui, c'est exactement ça. Avant tout, c'est l'écoute. Du coup, puisqu'on est dans l'écoute, on peut passer à l'adénomiose, parce que tu en as parlé un peu, et que c'est un peu la logique d'enchaîner endométriose et adénomiose. Donc, tu l'as très brièvement dit. Donc, c'est quoi l'adénomiose exactement? Alors, pareil, le problème, c'est l'endomètre, comme l'endométriose. L'endométriose, c'est de l'endomètre ailleurs que dans l'utérus. L'adénomiose, c'est l'endomètre qui va s'enchasser, qui va pénétrer un peu plus en profondeur dans la paroi de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle, essentiellement. Comme le biceps, globalement. Ouais, c'est pas le même type de muscle, mais c'est un muscle qui se contracte au moment des règles, au moment de l'accouchement. Et donc, une grande partie de la paroi de l'utérus, c'est du muscle. Et la cavité utérine est tapissée par un revêtement qu'on appelle l'endomètre. Et c'est cet endomètre qui va pénétrer de façon diffuse dans le muscle utérin. C'est ça l'adénomiose. Et donc, quels sont les symptômes que provoque en dehors de l'endométriose? On va prendre l'adénomiose. De la même façon, on se rend compte de plus en plus, parce que les techniques d'imagerie évoluent et puis qu'on regarde maintenant, tout simplement, on se rend compte que l'adénomiose est très fréquent. Beaucoup de femmes ont de l'adénomiose. Et que le premier symptôme, c'est aucun symptôme. Beaucoup de femmes ont de l'adénomiose et ne se plaignent de rien. Elles ont des règles normales, elles n'ont pas de douleur. Plusieurs enfants. Alors, en fait, là, tu parles de l'adénomiose, la vision qu'on avait un petit peu classique de l'adénomiose, qui était une patiente après 40 ans, oui, qui a déjà eu 2-3 enfants. Voilà. Ça existe toujours, hein, ça n'a pas disparu. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des jeunes filles, 17, 18, 20 ans, qui ont de l'adénomiose. Et d'ailleurs, une partie probablement des douleurs de règles à cet âge-là, et on parle bien de l'adénomiose sans endométriose visualisée, une partie des douleurs de règles peut être liée à l'adénomiose. J'ai oublié ta question. Quels sont les principaux symptômes de l'adénomiose? Voilà. Donc quand l'adénomiose est parlante, des saignements plus importants que la normale, voilà. C'est un des premiers symptômes. En fait, ça fragilise l'endomètre, et l'endomètre saigne un petit peu plus. Donc, en quantité et en... Peu importe. Quantité ou durée. Voilà, ça peut être des règles prolongées, ça peut être des règles plus abondantes, ça peut être les deux. Il y a de tout. C'est pour ça que les anglo-saxons appellent ça abnormal uterine bleeding. C'est des saignements anormaux d'origine utérine. Ils n'ont pas de mots comme nous, un peu règles prolongées, des trucs... on ne comprend rien, ménorrhagie, ménométrorragie, tout ça, je n'ai jamais compris ce que c'était. Les anglo-saxons ont un terme. C'est ça, c'est des saignements anormaux d'origine utérine. D'accord. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que une femme qui saignerait un cycle un peu plus longtemps ou de façon plus abondante, et puis les autres cycles sont normaux, doit s'inquiéter? Non, je pense que c'est la répétition des choses et la gêne que ça occasionne au quotidien qui doit faire consulter. Alors, ce n'est pas le seul symptôme. Les saignements, la douleur, et donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut participer aux douleurs parfois mises sur le compte uniquement de l'endométriose. L'adénomiose a aussi un rôle dans les symptômes douloureux. Et puis le troisième symptôme, c'est l'infertilité. Probablement, alors les mécanismes qui font qu'une endométriose, une adénomiose soient liés à une infertilité, ils ne sont pas entièrement élucidés. Mais le fait est que l'adénomiose est un paramètre très important de fertilité, notamment quand on doit faire une fécondation in vitro. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose qui pose des soucis pour tomber enceinte, l'adénomiose. Pas systématiquement, mais...
Alors, il y a des patients qui décrivent une pesanteur, pas vraiment une douleur. Est-ce que ça aussi, parce que c'est souvent celle de plus de 40 ans. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que l'adénomiose, c'est souvent un utérus qui est un peu gorgé de sang, comme une éponge. C'est pas joli hein, comme Ouais. image. Et qu'effectivement, c'est des utérus qui ont tendance à être un peu plus gros, un peu plus lourds, entre guillemets. Et donc, il peut y avoir cette impression de pesanteur, elles sentent leur utérus, en fait. Qui pèse au fond du pelvis. Exactement. Euh, Quel examen pour le diagnostiquer? Alors, ça peut se voir à l'échographie. En vrai, c'est plutôt l'IRM où il y a des critères bien établis maintenant pour déterminer une adénomiose ou non. Donc, c'est souvent l'IRM. Souvent l'IRM. D'accord. Et est-ce que... alors, on voit beaucoup de patientes qui viennent parce qu'elles ont vu leur gynéco, qui ont fait une écho, qui leur ont parlé d'adénomiose un peu comme ça. Euh, Quand est-ce qu'on doit y prêter attention? Est-ce que c'est la même chose chez la femme de 25 ans qui en a une et chez la femme de 40 ans? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte on va dire, et pour les patientes et pour le praticien? C'est la même chose que pour l'endométriose. C'est les symptômes, leur importance, leur intensité qui vont guider la prise en charge. Une jeune femme de 25 ans qui a un petit peu d'adénomiose, qui a des règles normales, qui n'a pas plus de douleur, il ne faut pas du tout l'inquiéter. Voilà. Après, une patiente qui a plus de 40 ans, qui saigne beaucoup tous les mois, faut tilter, faut vérifier qu'elle n'a pas eu d'anémie, par exemple. Et ça peut aller très vite, on perd beaucoup de sang au moment des règles. Donc là, il faut faire quelque chose, effectivement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'importance de l'adénomiose et les symptômes ou pas forcément? Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Parce que on a déjà opéré des patientes qui avaient de l'adénomiose. Donc, quand on opère ces patientes, malheureusement, on est obligé de retirer l'utérus parce que c'est une maladie diffuse à l'utérus. Et donc, des patientes qui avaient tous les critères, elles saignaient, à l'IRM, les critères pour l'adénomiose. Et puis, le médecin qui examine les pièces opératoires, qu'on appelle un anatomopathologiste, ne retrouvait pas d'adénomiose. Donc, ta question, elle est bonne, elle n'est pas encore tranchée. Probablement parce que les médecins de spécialités différentes n'ont pas forcément les mêmes critères de maladie. Mais bon, c'est pour ça que là encore, ce qui compte au final, c'est les symptômes. Une femme qui saigne, on ne l'opère pas parce qu'elle a une adénomiose. On l'opère parce qu'elle a des saignements qu'on n'arrive pas à traiter autrement. Voilà. Que par... Voilà. donc oui, donc pour les femmes qui écoutent, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément avoir un utérus comme un ballon de rugby pour que ça provoque des saignements importants et Ah non, handicapants. on peut avoir une adénomiose finalement Très faible. assez légère, entre guillemets, et puis beaucoup de saignements. Donc, pareil, donc en gros, les symptômes, on a compris. Le diagnostic, plutôt l'IRM pour Plutôt l'IRM. faire Oui, pour dans la majorité des cas, ou à part vraiment des échographistes chevronnés qui peuvent voir une adénomiose à l'échographie. Voilà. Quel traitement? Alors, tout dépend des symptômes. Bon, si on se place, on va dire une adénomiose qui saigne. Je pense que c'est le cas le plus simple parce qu'une adénomiose qui est douloureuse, on rejoint peut-être un petit peu l'endométriose. Une adénomiose qui saigne, donc tout dépend de l'importance du saignement. Première chose, c'est d'évaluer l'abondance des saignements et donc en particulier une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas d'anémie. Si c'est le cas, il faut corriger cette anémie. Comme elle est généralement liée à une perte de fer par les saignements, il faut recharger en fer, que ce soit par la bouche ou autrement. Et puis après, il faut traiter la cause, qui est l'adénomiose. Le traitement actuellement recommandé, qui marche probablement le mieux et qui a le moins d'effets secondaires, c'est un stérilet hormonal. C'est un stérilet comme tout le monde connaît, qui est inséré dans l'utérus, mais qui en son sein a une petite réserve d'hormones qui diffuse, on va dire essentiellement localement, même si on a toujours qui passe dans la circulation générale, donc ce qui limite quand même les effets secondaires, et qui agit directement en fait sur les lésions d'adénomiose qui s'opposent au saignement. Alors la plupart des patientes, pas toutes, mais la plupart des patientes voient en fait ce qu'on appelle une aménorrhée, c'est-à-dire elles arrêtent complètement de saigner, elles n'ont plus de règles. Et c'est un traitement qu'on peut garder plusieurs années, on peut changer de stérilet régulièrement,
et atteindre la ménopause. Là, c'est souvent des patientes qui ont plus de 40 ans, donc atteindre la ménopause assez sereinement avec ce type de traitement. Est-ce qu'on peut le proposer à des jeunes femmes qui Oui, ont... aussi. En sachant que leur fertilité revient Bien sûr. à son état de base, on ne Voilà. dit pas normal, parce qu'on ne sait pas quel était Aucune leur... interférence avec la fertilité. Mais effectivement, tout à fait, un stérilet, hein, ce n'est pas réservé aux patientes qui ont eu plusieurs enfants. Hein. C'est juste un petit peu plus difficile de l'insérer chez les patientes qui n'ont pas encore accouché. Mais on propose à ces jeunes femmes sans aucun problème un stérilet hormonal. Après, là encore, il faut les écouter, il faut voir leurs préférences. Ça peut être aussi les hormones prises par la bouche, hein, Oui, la l'équivalent du pilule. stérilet. Voilà, l'équivalent du stérilet, il n'y a pas de... Ou en implant dans le bras. Exactement. Parce que c'est la même molécule. À une époque, il y avait un peu une... Alors je crois que ça a disparu un peu, mais tous les processus, on essayé de coaguler l'utérus, la thermocoagulation, la résection, etc. Alors, ça n'a pas encore été évalué de façon très, très claire. On en est un petit peu au même point qu'il y a quelques années. Ça reste encore des traitements qui ne sont pas proposés partout et qui sont un petit peu on va dire, en expérimentation. Intuitivement, c'est un petit peu étonnant de se dire bon, on va aller détruire l'endomètre, mais en fait, le problème, il est plus dans l'utérus lui-même, dans la paroi de l'utérus. Donc, voilà, on peut se dire que ça peut moins bien marcher. Mais ça reste des alternatives au traitement de référence. Alors, là encore, si le stérilet ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, s'il y a quand même des saignements ou des douleurs malgré le stérilet, on envisage autre chose. Et donc le standard, c'est l'ablation de l'utérus. Qui guérit les patientes, vraiment. Voilà, elle ne saigne plus. Et puis on pourra parler des risques ou des craintes des patientes vis-à-vis de l'ablation de l'utérus. Mais ça reste le gold standard, c'est-à-dire le traitement le plus efficace à ce jour. Les autres types de traitements proposés, notamment aux patientes qui ne souhaitent pas faire ce type d'intervention, restent quand même vraiment des alternatives moins efficaces, avec un risque qu'au final, on finisse par retirer l'utérus. Donc ces traitements, c'était ceux de thermocoagulation, ceux que tu as évoqués. C'est aussi l'embolisation utérine, qui pour le coup est quand même un petit peu plus... évalué, alors plus dans les fibromes, un peu moins dans l'adénomiose, mais qui peut être proposé. L'embolisation utérine, hein, c'est on va mettre des petites billes dans les vaisseaux qui irriguent l'utérus pour diminuer, un peu comme de faire un infarctus hein, de l'utérus et donc de diminuer les saignements. Voilà, c'est des techniques plutôt pour des patientes qui veulent conserver leur utérus. La référence étant de retirer l'utérus. Alors, je ne sais pas si tu as prévu... non, mais on peut en parler, c'est intéressant. Donc, pour schématiser, l'adénomiose chez la patiente qui a un désir de grossesse ou qui n'a pas encore accompli son désir de grossesse, c'est un traitement à base d'hormones, on va dire, soit par stérilet. Enfin, si elle a un désir de grossesse... non, qui voudrait avoir des enfants, mais qui n'a pas encore eu ses enfants. Oui. Donc, pas un désir évidemment immédiat. Mais donc pour arrêter les saignements, plutôt des hormones, sachant que à partir du moment où il y a moins de règles, souvent elles ont quand même moins mal, elles ont moins la pesanteur et le reste. Pour une patiente qui a déjà accompli son désir de grossesse, qui a eu ses enfants, le premier traitement reste la même chose, un traitement médical, donc à base d'hormones. Tout à fait. Mais est-ce que ça marche aussi sur l'impression de pesanteur, etc. Ou est-ce que... Oui, mais là encore, faut pas être dogmatique. Hein. Pesanteur, c'est quand même un symptôme assez vague. Il peut y avoir d'autres causes de pesanteur pelvienne que l'adénomiose. En fait, le stérilet, c'est quand même essentiellement contre les saignements anormaux, mais ça peut aussi améliorer les autres symptômes quand ils sont liés à l'adénomiose, en particulier les douleurs ou cette impression de pesanteur. Après, il faut revoir la patiente et voir avec elle ce qui a disparu, ce qui n'a pas disparu. Et en cas de résistance à tout ça, donc ça vaut le coup de l'essayer. On passe à l'hystérectomie dont tu voulais parler, puisque je sentais que tu avais des messages à faire passer. Non, c'est parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent quand on propose une hystérectomie, l'ablation de l'utérus. Il y a un certain nombre de craintes qui entourent ce geste chirurgical. Donc c'était pour peut-être
démystifier un Ouais, c'est peu bien. ce geste, hein. Alors déjà, dans la majorité des cas, ça reste une intervention simple qui est faisable par chirurgie mini-invasive, que ce soit par célioscopie avec des petites incisions ou maintenant de plus en plus par chirurgie robotique et de plus en plus en ambulatoire. Après, les conséquences de retirer un utérus, les patientes posent souvent la question, est-ce que ça va avoir un impact sur ma vie sexuelle? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon risque d'incontinence urinaire, de descente d'organes, le prolapsus? Les réponses, elles sont claires, en fait. C'est les mêmes pour Jacques, c'est non. Ça a été bien réévalué il y a quelques années. Il n'y a pas d'augmentation du risque de descente d'organes lié à l'ablation de l'utérus. C'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le risque d'incontinence urinaire, c'est la même chose. Vie sexuelle, aucun impact non plus, ça n'a rien à voir, hein, l'utérus. Ça ne modifie pas leur vie sexuelle. Et puis leur dernière angoisse, c'était vis-à-vis de la ménopause. Elles n'auront plus de règles, oui, mais elles ne seront pas ménopausées. Parce que dans la majorité des cas, chez ces patientes qui ont plus de 40 ans, même au-delà, on garde les ovaires. La ménopause, c'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Là, on n'enlève pas les ovaires chirurgicalement, donc ils vont continuer à fonctionner naturellement jusqu'à l'âge normal de la ménopause. Alors il n'y aura plus de règles, mais il n'y aura pas de bouffée de chaleur, il n'y aura pas tous les symptômes qui entourent la ménopause classiquement. Qui arrivera normalement à Qui l'âge où elle aurait dû arrivera avoir. à l'âge, voilà. Elles ne le sauront pas forcément, parce que la ménopause, c'est plus de règles depuis au moins un an. Oui, elles auront, si Voilà. elles n'ont pas d'autres symptômes, elles ne le seront pas. Exactement. Elles ne le seront pas forcément. Donc, pas d'avoir. Enfin, c'est important ce que tu as démystifié sur l'hystérectomie. Et je voudrais rajouter aussi que moi, j'ai vu une ou deux patientes qui ont été traumatisées par une hystérectomie. Oui. Pas beaucoup. Et qui ne se sentaient pas prêtes et qui sentent qu'elles ont perdu un certain aspect de leur féminité. Et donc, en même temps que je dis à celles qui veulent se faire opérer de ne pas avoir les craintes, si vous ne sentez pas qu'il faut le faire, il ne faut pas se laisser pousser dans cette intervention parce que pour certaines femmes, il y a vraiment une projection de leur féminité dans l'utérus et j'ai vu quelques patientes qui avaient eu un contre-coup psychologique post-chirurgie. Totalement d'accord. Il ne faut jamais se précipiter pour proposer une hystérectomie à une patiente. Il faut que ça vienne d'elle-même, en fait. Et il faut sentir les patientes qui ont des réserves vis-à-vis de ça. Il faut leur proposer, mais il ne faut vraiment pas les forcer. Alors, bien sûr, il y a des situations médicales qui font qu'on aurait envie de la faire un petit peu rapidement, s'il y a une anémie, si elle saigne vraiment beaucoup, qu'on n'arrive pas bien à corriger l'anémie. Bon, mais ça, elles vont comprendre l'intérêt de la chose. Après, c'est vraiment elles qui le décident. Hein, et surtout, surtout pas les forcer. Il faut leur laisser le temps d'accepter cette proposition et qu'elles soient convaincues que c'est la meilleure pour elles. Voilà. Et je veux juste, oui, alors c'est deux choses intéressantes. Moi, je dis souvent à mes patientes, c'est vous qui me le demanderez. Exactement. Je leur dis Totalement souvent cette d'accord. phrase-là. Et la deuxième chose que souvent, quand j'ai des seconds avis et qu'on me dit, le médecin m'a dit, vous devez absolument vous enlever l'utérus dans les 15 jours, je pense que l'ablation de l'utérus n'est jamais une urgence. Absolument. Enfin, il y a aucune. J'ai connu très peu de situations médicales dans ma vie où il fallait enlever un utérus dans les 15 jours. Donc, je pense que c'est important pour les femmes de comprendre qu'il y a. C'est pas en tout cas cette intervention-là en gynécologie qui peut être une urgence sous la quinzaine qu'il faut absolument faire. Tout à fait. Est-ce que tu veux conclure sur ces deux maladies, sur l'adénomiose et l'endométriose en même temps? Alors tu as raison, c'est très bien de faire une conclusion commune. Parce que s'il y a un message à retenir, c'est que finalement adénomiose et endométriose, c'est probablement des facettes un petit peu différentes de la même maladie. Hein. Et qu'il ne faut pas envisager le traitement d'une adénomiose, enfin d'une endométriose sans prendre en compte l'adénomiose éventuellement associée et réciproquement. Voilà. De vraiment penser maintenant à l'association entre endométriose et adénomiose. Et donc les patientes ont souvent les deux en même temps, c'est ça que Oui. peuvent avoir souvent les deux un petit peu associés. Oui, très souvent c'est associé. Et on a eu trop tendance pendant des années à regarder que l'endométriose et pas la grosse adénomiose associée qui la faisait finalement saigner ou avoir encore plus mal que les lésions à côté. Donc de vraiment prendre l'ensemble en considération. Et l'adénomiose, c'est un des éléments qui justifie cette chirurgie unique
après l'accomplissement du projet parental, incluant l'ablation de l'utérus dans les cadres d'endométriose qu'on doit opérer. Et puis, écoute, merci beaucoup Bruno. Je pense que t'en prie. c'est vraiment parfait. On Très se bien, on connaît depuis commencera. longtemps, mais c'était très bien. On Je recommencera. pense que c'est informatif. On fera Non, sûrement des sous-parties parce que mais écoute, c'est un très plaisir dense. parce que c'est des sujets où il y a énormément de choses à dire, énormément d'idées, je pense, à déconstruire, parce qu'il y a plein de fausses idées dans ces pathologies, et pas seulement voilà, l'endométriose, l'adénomiose, hein, les fibromes, c'est pareil, hein, je pense qu'on pourra En parler on aussi. pourra en parler, Ouais, mais c'est ça qui est passionnant. le principe de ce qu'on veut essayer de construire, c'est que les patientes en sachent autant, si ce n'est plus que le médecin. Et on pense que c'est que comme ça que les patientes peuvent en fait. C'est ce que je leur dis, moi. Voilà. C'est ce que je leur dis, vous en savez autant que moi, il n'y a pas de raison Donc, que... vous ne preniez pas les bonnes décisions, que vous ne mettiez pas les bonnes choses en place. Ouais, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.